Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un truc. Pourquoi certaines personnes semblent vraiment exceller comme ça, naturellement, tandis que d'autres, dès qu'il y a un obstacle, elles calent, elles arrêtent. C'est une question fondamentale, oui. Et on va regarder ça non pas sous l'angle du don ou de la chance, hein, mais plutôt avec les sciences cognitives. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre cerveau? Quels sont ces mécanismes qui permettent d'aller plus loin? Hmm. Alors, pour cette exploration, on s'appuie sur des éléments d'une présentation, une formation qui s'appelle Cultiver la mentalité d'excellence avec les sciences cognitives. Elle est de Mohamed Ajdir, il est enseignant, formateur et surtout expert en sciences cognitives. Des cours. Et petit détail, il a un DU en neuroéducation de la Sorbonne. Apparemment, c'est le seul diplôme de ce type reconnu en Europe. Ça pose un peu le cadre, quoi. Ah oui, quand même. Une source solide, donc. Voilà. Donc, notre but ici, c'est vraiment de décortiquer les idées fortes de cette présentation. Essayer de piger ce qui fait la différence dans l'apprentissage, pourquoi certains persévèrent, réussissent et d'autres lâchent l'affaire. C'est ça. Et voir si, comme le dit le titre, on peut vraiment cultiver cette excellence avec des bases scientifiques. Alors, allons-y. Cette différence de parcours face à l'apprentissage. La source dit que c'est la question clé. D'où ça vient au fond? Bah oui, c'est la grande question. Et l'approche de Monsieur Adjir, d'après ce qu'on comprend, c'est d'y répondre en se basant sur la recherche scientifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de secrets ou de recettes magiques. Non, pas de formule miracle. Non, non. On parle de mécanismes concrets liés à comment notre cerveau apprend, comment il s'adapte. Des mécanismes que la science arrive à expliquer de mieux en mieux, en fait. Donc l'excellence, ce ne serait pas réservé à une élite. Ce serait accessible en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Ce serait plutôt le résultat de processus qu'on peut comprendre et surtout sur lesquels on peut agir. Ah, ça change tout. Si ce n'est pas juste une question de don, ça veut dire qu'il y a des leviers, Hmm. que rien n'est joué d'avance. C'est exactement ça. La source, elle insiste bien. L'approche repose sur des données probantes validées par les scientifiques. Hum, hum. On n'est pas dans l'opinion subjective, mais dans ce que la recherche nous dit. Et pour expliquer cet écart entre ceux qui excellent et ceux qui abandonnent, il y a plusieurs concepts clés qui sont mis en avant. Des concepts issus des sciences cognitives. J'imagine que le premier, c'est un terme qu'on entend partout maintenant, la plasticité du cerveau, la neuroplasticité, Ah, hein. exactement. La neuroplasticité. C'est vraiment le premier pilier. C'est cette capacité incroyable du cerveau à se modifier dans sa structure, dans son fonctionnement, en réponse à ce qu'on vit et surtout à ce qu'on apprend. Ah oui, Chaque fois qu'on apprend un truc nouveau, qu'on s'entraîne sérieusement, on ne fait pas que stocker de l'info. d'accord. On réorganise carrément les réseaux de neurones. Physiquement, les connexions deviennent plus fortes, d'autres se créent. Le cerveau, il est malléable, quoi. Donc c'est pas juste une image, le cerveau comme un muscle qui se renforce, c'est biologique. Tout à fait. Ce n'est pas une métaphore. L'apprentissage, ça laisse une trace physique, réelle, dans le cerveau. Incroyable. Et ça a des conséquences énormes. Ça veut dire que notre potentiel de développement est bien plus grand que ce qu'on imagine souvent. Hmm. Donc nos capacités intellectuelles ou autres, elles sont pas figées à la naissance. Non, justement. L'effort, la pratique bien ciblée, ça peut littéralement remodeler notre cerveau pour qu'on devienne meilleur. C'est hyper encourageant comme idée. C'est un message d'espoir, oui, mais c'est aussi une invitation à agir. Savoir que le cerveau peut changer, c'est une chose, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi être convaincu qu'on peut soi-même progresser. Hein. Voilà. Et ça nous amène au deuxième concept, je parie, l'état d'esprit. Le fameux mindset. Exactement. Le deuxième point central, c'est l'état d'esprit, le mindset. En gros, ce sont nos croyances les plus profondes sur nos propres capacités et sur l'intelligence en général. Est-ce que c'est fixe ou est-ce que ça peut se développer? D'accord? La source s'appuie ici sur des travaux connus qui distinguent principalement deux types d'état d'esprit. D'un côté, l'état d'esprit fixe. On pense que l'intelligence, les talents, c'est inné. On l'a ou on l'a pas. Point. Mhm. Le truc classique, je suis nul en maths, par exemple. Voilà. Et de l'autre côté, il y a l'état d'esprit de croissance. Là, on croit que les capacités, elles sont malléables, qu'on peut les développer. Comment? Par l'effort, en utilisant les bonnes stratégies, en apprenant de ses erreurs. Et cette simple croyance, ça peut vraiment tout changer. Si je me crois nul en langue, comme vous disiez pour les maths, la moindre difficulté, je vais la voir comme une preuve que j'ai raison et paf, j'abandonne. C'est exactement ça. Alors que si je crois que je peux m'améliorer, une difficulté, ça devient un défi, un truc à comprendre pour faire mieux la prochaine fois. Tout à fait. L'état d'esprit fonctionne comme un filtre.
Il colore la façon dont on voit les défis, comment on réagit à un échec, notre envie de continuer ou pas. Quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance, il va voir l'effort comme le chemin normal pour maîtriser quelque chose. Logique. Alors que quelqu'un avec un état d'esprit fixe, il va plutôt avoir tendance à éviter des situations où il pourrait avoir l'air incompétent. Il protège son image de doué ou évite de confirmer son image de nul. Oui, je vois bien. Mais est-ce que c'est si simple de changer ça? Une croyance comme ça, souvent c'est ancré depuis l'enfance. On peut se dire, allez, j'adopte un état d'esprit de croissance, mais si au fond on n'y croit pas vraiment, ça marche. C'est une excellente question. Non, ce n'est probablement pas si simple. Changer un état d'esprit, ça demande une vraie prise de conscience, et puis un travail actif sur ses pensées, sur ses réactions un peu automatiques face à la difficulté. D'accord. Mais ce que la recherche montre, c'est que c'est possible. Notamment, et c'est là que ça boucle avec le premier point, en comprenant la neuroplasticité. Savoir que notre cerveau peut changer physiquement, ça aide à croire qu'on peut progresser. Ah oui, le lien est fort. Et c'est essentiel, parce qu'un état d'esprit trop fixe, ça peut ouvrir la porte à un autre phénomène assez destructeur. L'impuissance apprise, c'est ça? Oui, c'est le troisième concept important est là. L'impuissance apprise. C'est un état psychologique qui peut s'installer quand on a vécu des échecs à répétition, ou des situations où on avait l'impression de n'avoir aucune prise, aucun contrôle. La personne finit par intégrer l'idée qu'elle ne peut rien faire pour changer les choses, qu'elle est impuissante. Et le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que même si la situation change, même si des opportunités de réussir apparaissent, la personne risque de ne même plus essayer. Elle est persuadée d'avance que ça ne sert à rien. Exactement. À quoi bon essayer? De toute façon, je vais échouer. C'est terrible ça, parce que ça devient une sorte de prophétie autoréalisatrice, non? Tout à fait. Je suis sûr d'échouer, donc je n'essaye pas, donc j'échoue. Le cercle vicieux. Et comment on fait la différence entre cet état d'impuissance apprise et juste le fait d'être face à une tâche qui est objectivement très difficile? La frontière me paraît mince parfois. Elle l'est, c'est vrai. Reconnaître l'impuissance apprise, que ce soit chez soi ou chez quelqu'un qu'on accompagne, ça demande de l'observation, de l'introspection. Est-ce que l'abandon est systématique dès que ça devient dur? Est-ce qu'il y a un discours très fataliste tout le temps? Oui. Est-ce que la personne évite même d'essayer de nouvelles approches, de nouvelles stratégies? Mhm. Comprendre ce mécanisme, c'est crucial. Ça explique pourquoi des gens restent bloqués, parfois très loin de ce dont ils seraient capables. Et comment on sort de ça? Souvent, ça passe par retrouver un sentiment de contrôle. Même sur des petites choses au début. Reprendre confiance dans sa capacité à influencer le cours des événements. D'accord. Neuroplasticité, état d'esprit, impuissance apprise, on commence à voir le tableau. Et il reste un dernier élément clé, d'après la source. La culture de l'erreur. Ça bouscule pas mal nos habitudes, non? Ah oui, absolument. Le quatrième pilier, c'est la culture de l'erreur. Et là, on est peut-être sur le changement de perspective le plus radical par rapport à l'éducation traditionnelle ou même au monde du travail. C'est-à-dire? Il s'agit de ne plus voir l'erreur comme une faute honteuse, une preuve qu'on est nul, un truc à cacher à tout prix, mais de la voir pour ce qu'elle est vraiment, d'un point de vue cognitif. Une information. Une information? Oui, quand on fait une erreur, ça signale simplement qu'il y a un décalage. Un décalage entre ce qu'on pensait, notre modèle mental, et la réalité, ou entre notre action et le résultat qu'on visait. D'accord. Sa compréhension, sa stratégie, pour comprendre plus finement comment les choses fonctionnent. Oui, mais c'est facile à dire. Dans la vraie vie, à l'école, au boulot, l'erreur, elle est souvent sanctionnée, non? On apprend très jeune à en avoir peur. C'est tout le problème. C'est là qu'est la tension. Comment on fait cohabiter cette culture de l'erreur avec des objectifs de performance, des notes, des évaluations? Parfois, une erreur, ça a de vraies conséquences. Bien sûr. La source ne dit sûrement pas qu'il faut encourager la négligence ou l'incompétence qui se répètent sans arrêt. Il s'agit plutôt de faire la différence entre l'erreur intelligente, si on peut dire, C'est-à-dire? celle qui arrive quand on essaye quelque chose de difficile, quand on sort de sa zone de confort, quand on teste une nouvelle idée, bref, quand on est en train d'apprendre activement. Il faut différencier ça de l'erreur due à l'inattention, au manque de sérieux, etc. D'accord. Cultiver une culture de l'erreur, ça veut dire créer un environnement où on se sent en sécurité psychologique pour essayer, pour se tromper pendant qu'on apprend, un environnement où on peut analyser cette erreur sans être jugé trop durement pour en tirer les leçons qui feront progresser. Mhm. En fait, la recherche en neurosciences montre que le cerveau apprend particulièrement bien quand il est surpris par une erreur et qu'il doit la corriger. Ah oui! Oui,
Si on bloque ce processus parce qu'on a peur d'être sanctionné, on se prive d'un moteur d'apprentissage hyper puissant. C'est fascinant de voir comment tout ça s'emboîte en fait. La neuroplasticité dit le changement est possible. L'état d'esprit dit est-ce que tu y crois et est-ce que tu es prêt à faire l'effort? C'est ça. L'impuissance apprise, c'est le risque si les échecs répétés te convainquent du contraire. Exactement. Et la culture de l'erreur, c'est l'environnement qui permet de transformer ces échecs, qui sont inévitables, en carburant pour apprendre plutôt qu'en preuve d'impuissance. Vous avez parfaitement résumé. C'est un système. Tout est lié. Un état d'esprit de croissance va naturellement chercher à exploiter la neuroplasticité par l'effort. Logique? Une culture qui accepte l'erreur rend l'impuissance apprise moins probable. Et ça encourage à essayer, à tester, ce qui est nécessaire pour que le cerveau apprenne et se modifie. L'un renforce l'autre. Et c'est cette synergie, je pense, qui est au cœur de cette mentalité d'excellence dont parle la source. Et c'est sans doute pour ça que la source est assez catégorique. Elle dit qu'il n'est plus permis d'ignorer ces concepts, que ce soit pour apprendre soi-même ou pour enseigner, former. Pourquoi cette insistance? Qu'est-ce qu'on rate si on passe à côté de ça? L'insistance vient du fait que ce ne sont pas juste de belles théories pour faire joli. D'après la source, ces concepts offrent des leviers concrets, basés sur la science, pour optimiser ses apprentissages ou son enseignement en vue de viser l'excellence. Optimiser. Viser l'excellence. Oui, les ignorer, ce serait un peu continuer à naviguer à vue. Se priver d'outils qui peuvent rendre l'apprentissage plus efficace, plus solide face aux difficultés, et peut-être même plus agréable, plus épanouissant au final. Ce serait comme un sportif de haut niveau qui ignorerait tout de la préparation physique ou de la nutrition. C'est une bonne analogie, oui. On peut toujours avoir des résultats sans ça, mais on passe à côté de méthodes éprouvées pour être meilleur et éviter les blessures. Ici, les blessures, ce serait l'abandon, la démotivation, le sentiment de ne pas y arriver, le potentiel gâché. Optimiser en vue de viser l'excellence. Ça sonne très actif, très intentionnel. On n'est plus dans l'apprentissage subi, on prend les commandes. Alors, la question qui brûle les lèvres, comment on fait concrètement? Comment on passe de la compréhension de ces concepts, neuroplasticité, état d'esprit, etc., à leur application? Pour vraiment cultiver cette mentalité, si je veux apprendre, je sais pas, une nouvelle langue ou un instrument, ou si je veux aider mes enfants ou mes collaborateurs à progresser, qu'est-ce que je fais différemment maintenant que j'ai ça en tête? C'est évidemment la question centrale. Et c'est là que la formation complète de M. Agir doit apporter des outils précis, j'imagine. Mais même avec les éléments qu'on a, on peut déduire le principe général. Il s'agit d'intégrer consciemment ces idées dans nos façons de faire, nos stratégies. Par exemple, Prenons la neuroplasticité. Au lieu de juste se dire « faut bosser plus », on peut chercher des techniques de pratique délibérée. pratique délibérée. Oui, c'est une pratique très concentrée qui cible spécifiquement les points où on a du mal, avec un retour d'information rapide pour corriger. Et savoir que chaque effort bien ciblé, chaque moment de concentration intense, ça contribue réellement à changer notre cerveau. Ça peut donner la motivation de continuer quand c'est difficile. Au lieu de se décourager en se disant « j'y arrive pas ». Exactement. On peut se dire « là, ça résiste, c'est dur, c'est bon signe. Ça veut dire que mon cerveau est en train de travailler, de créer de nouvelles connexions. » La difficulté devient le signal de l'apprentissage. D'accord, intéressant. Et pour l'état d'esprit, comment on cultive activement un état d'esprit de croissance? On ne peut pas juste claquer des doigts. Non, bien sûr. Mais on peut commencer par écouter son propre dialogue intérieur. Qu'est-ce que je me dis quand je suis face à un défi? Est-ce que c'est « je suis pas fait pour ça » ou est-ce que c'est « j'y arrive pas encore » Ce petit mot change tout. Le « encore ». Oui. Ensuite, on peut s'entraîner à recadrer les difficultés. Les voir non pas comme des menaces pour notre image, mais comme des puzzles à résoudre, des occasions d'apprendre. Il faut aussi apprendre à valoriser le processus, l'effort, les stratégies qu'on essaie. Autant, voire plus que le résultat final immédiat. Célébrer les petits progrès. Et si on est enseignant ou manager? Alors là, c'est crucial de faire attention à la façon dont on donne du feedback. Louer l'effort, la persévérance, les stratégies utilisées. « J'ai vu que tu as essayé cette nouvelle méthode, c'est bien », plutôt que de juste dire « tu es intelligent ou tu es doué ». Parce que ça renforce l'idée que c'est fixe. Exactement. Ça peut involontairement encourager un état d'esprit fixe. D'accord. Et pour les deux derniers points, l'impuissance apprise et la culture de l'erreur. Comment on agit là-dessus? Pour éviter ou contrer l'impuissance apprise, l'objectif numéro 1, c'est de redonner un sentiment de contrôle. Ça peut vouloir dire découper une tâche qui semble énorme en toutes petites étapes, plus gérables,
pour que la personne puisse vivre des succès, même petits, mais réguliers. Pour reconstruire la confiance. Voilà. Mettre aussi l'accent sur ce que la personne peut contrôler dans la situation, son effort, sa méthode, son temps de travail. L'encourager à tester différentes approches pour qu'elle voie par elle-même que ses actions ont un impact. Et la culture de l'erreur, ça doit être un changement profond dans beaucoup d'endroits. Oui, ça demande un effort conscient et collectif. Concrètement, ça veut dire changer la façon dont on réagit aux erreurs. Au lieu de chercher un coupable ou de sanctionner direct, on pourrait plutôt poser des questions. OK, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour faire mieux la prochaine fois? Une approche plus analytique, moins émotionnelle. C'est ça, encourager les gens à partager leurs erreurs et ce qu'ils en ont appris sans craindre d'être ridiculisés ou pénalisés. Et ça commence par le haut. Un leader, un enseignant qui admet ses propres erreurs, qui montre comment il apprend de ses échecs, c'est un modèle extrêmement puissant. Ça crée un climat de sécurité psychologique, comme vous disiez, où on ose prendre des risques pour apprendre. Exactement. Des risques calculés, bien sûr, pas de la négligence, mais oser essayer, même si on n'est pas sûr à 100% du résultat. Bon, alors si je tente une petite synthèse, l'idée forte qui ressort de cette exploration, c'est que l'excellence, ce n'est pas magique. Ce serait plutôt le fruit d'une combinaison entre notre biologie, la neuroplasticité qui permet au cerveau de changer, nos croyances, l'état d'esprit de croissance qui nous pousse à essayer, notre capacité à rebondir après les échecs sans tomber dans l'impuissance apprise, et un environnement, une culture de l'erreur qui voit les ratés comme des occasions d'apprendre. C'est une excellente synthèse, oui. Et comprendre tout ça et surtout agir dessus, ça nous permettrait d'optimiser notre potentiel et celui des autres qu'on accompagne. C'est tout à fait la logique présentée dans la source, oui. Ces concepts des sciences cognitives, ils nous donnent une grille de lecture, mais aussi des pistes d'action, pour aborder l'apprentissage, le développement des compétences, de façon plus lucide et sans doute plus efficace. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Oui, et ça amène aussi une réflexion qui va peut-être un peu au-delà de la source elle-même, mais qui en découle logiquement. Ah, laquelle? Ça soulève une question assez fondamentale, je trouve. Si l'erreur est vraiment reconnue par la science non seulement comme inévitable, mais comme nécessaire à l'apprentissage profond, à la poursuite de l'excellence, alors comment est-ce que nos systèmes, le système éducatif, le monde professionnel, même nos relations personnelles, comment pourraient-ils être repensés? Comment passer d'une simple tolérance de façade de l'erreur, où on dit c'est pas grave, mais au fond tout le monde a peur, à une valorisation active de l'erreur intelligente? Comment on pourrait faire de l'analyse constructive des erreurs un moteur central assumé de progrès et d'innovation, plutôt qu'un sujet tabou ou une chasse aux coupables? Vaste question. Réorganiser nos environnements pour qu'ils ne brident pas, mais au contraire qu'ils encouragent cette exploration un peu tâtonnante qui mène à l'excellence. Ouais. Ça laisse de quoi réfléchir bien après notre discussion d'aujourd'hui.